lecture pour le mois d'octobre, puisque je l'ai tourné la semaine dernière, mais que mon trépied s'est un peu cassé la gueule au milieu du tournage. Et donc la moitié de la vidéo, vous ne voyez que mon manteau en fait. Donc je vais retourner cette vidéo et je vais la couper en deux, puisque donc, mon premier rush fait 40 minutes. Donc je vais vous la couper en deux. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 livres et je fais une autre vidéo avec 3 autres livres. Et ça fera mes 6 lectures du mois d'octobre du coup. Là-dessus, histoire de ne pas reprendre 40 minutes, on va commencer tout de suite. Ma première lecture terminée pour ce mois d'octobre, c'était Les Heures Rouges de Lenny Zoumas. Donc ici chez Presse de la Cité, mais c'est sorti en poche également. C'est un livre qui me faisait très envie, c'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs en grand format à la rentrée littéraire de l'année dernière, oui déjà. Par contre, je ne l'ai pas sorti, allez savoir pourquoi. Et donc en le revoyant passer pour sa sortie en poche, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me le sorte. Donc ce qui m'intéressait énormément, c'était les 2 premières phrases de la 4e de couverture qui nous dit « États-Unis demain, avortement interdit, adoption et PMA pour les femmes seules sur le point de l'être aussi ». Non loin de Salem, nous allons suivre 4 femmes qui voient leur destin se lier à l'aube de cette nouvelle ère. Le côté féministe m'intéressait énormément, d'autant plus avec les événements qui ont pu se passer dans l'année. On n'est plus tellement à demain, on est presque à aujourd'hui. On suit 4 femmes, presque 5, puisque l'une de ces femmes est biographe et écrit la biographie d'une 5e femme. Donc la biographe, c'est Ro. Ro, elle est prof. Et surtout, donc elle a une 40aine d'années et elle désespère d'avoir un enfant. Elle fait pas mal de choses au niveau de la PMA, procréation médicale assistée, pour essayer de tomber enceinte, ce qui est plus ou moins illégal vu qu'elle n'est pas mariée. Elle a également fait des demandes d'adoption. Si cette demande d'adoption n'est pas acceptée dans les prochaines semaines, ce sera foutu pour elle, puisque va passer une loi, je sais plus comment ils l'appellent, mais ça m'a rappelé aussi pas mal l'actualité. Bon, je sais plus le nom de la loi exactement, mais ils nous disent vraiment mot à mot, chaque enfant a besoin d'un père et d'une mère. Donc c'est une loi qui va empêcher toutes les femmes seules ou vivant en couple avec une autre femme de pouvoir adopter ou faire de la PMA. Et donc Ro, du coup, ne pourra... C'est un peu ses derniers moments pour avoir un enfant, un peu maintenant ou jamais. Ensuite, on suit une jeune femme, une adolescente plus exactement, Mathie. Mathie, elle part à la fac l'année prochaine, elle est déjà promise à de belles études, c'est vraiment on va dire une tête. Sauf que Mathie, elle tombe enceinte suite à l'un de ses premiers rapports sexuels. Et comme elle n'a plus le droit d'avorter, ça va être compliqué pour la fac. On va donc suivre sa recherche aussi pour essayer d'avorter même illégalement. En 3e, on suit Suzanne. Suzanne, c'est une mère au foyer qui a fait tout comme la société lui dit, le mariage, elle a abandonné ses études, elle s'est mariée, elle a élevé ses enfants. Et donc sa vie, c'est faire le ménage, faire la cuisine, attendre que ses enfants rentrent de l'école et que son mari rentre également. Le rêve. Donc Suzanne, finalement, cette vie-là, ça lui va pas très très bien puisqu'elle est sur le bord, voire pas que le bord, elle est vraiment pas loin du burn-out, elle pense des moments à se foutre en l'air quand elle est en bagnole. Donc vraiment, on est pas mal niveau dépression. Et enfin, on suit Jean. Alors Jean, c'est un peu elle vit en dehors de cette société, en dehors du village, elle est guérisseuse, elle habite dans la forêt. C'est vraiment une personne qui est à part de la société, mais pour autant les femmes vont quand même la voir pour avoir son aide. Par son côté guérisseuse, elle peut aider certains problèmes. Elle va aider certaines femmes et elle va avoir pas mal de problèmes pour ça. Et donc on suit ces quatre personnages. Là-dessus, départ plutôt correct, je m'attends à avoir un développement intéressant là-dessus. Le problème, c'est que je l'ai pas forcément eu. On a bien l'histoire de ces 4 femmes qui se regroupent à certains moments, mais pour moi, c'est pas allé assez loin. Il m'a manqué un esprit un peu revanchard, peut-être pas revanchard, mais de rébellion. Parce qu'au final, c'est quand même 4 femmes qui
j'allais dire qui se laisse faire. C'est surtout la fin du livre m'a laissé vraiment un côté très pessimiste pour l'avenir, mais vraiment très très pessimiste. Ces femmes finalement sont soumises à cette société patriarcale, ils ne font à la fin, elles restent soumises à cette autorité patriarcale. Et j'ai trouvé ça terriblement pessimiste. Elles sont, quelque part, elles sont toutes un peu résignées par rapport à ce qui leur arrive finalement. Et ouais, il m'a manqué un truc, il m'a manqué une étincelle de révolte là-dedans. Autre chose qui m'a un peu gênée, c'est que on nous parle de 4 femmes, on nous vend le livre comme un livre féministe, et en fait, ces femmes, on n'en parle que par leur côté, par leur lien à la maternité. Et j'en ai un peu marre que la femme, il n'y a pas que la maternité autour de la femme en fait. Il y a plein d'autres choses. Et voilà, là on a surtout la vision de la femme et de la maternité. Et la femme n'est pas que un incubateur à enfants. Et ouais, il m'a manqué vraiment quelque chose dans cette lecture. C'est pas une mauvaise lecture, mais le fond peut être intéressant. J'ai beaucoup de mal sur la forme aussi, le style est très particulier. Et voilà. Et la fin très très pessimiste qui ne m'a vraiment pas convaincue. Ensuite, j'ai continué avec un autre livre de chez Presse de la Cité. C'était Un couple irréprochable de Hala Fairburk. Donc c'est un thriller que j'avais reçu via la masse critique de chez Babelio. On suit ici Angela et son mari. Alors, donc ils sont new-yorkais, ils habitent à Manhattan, tout va bien pour eux. Ils ont beaucoup d'argent, lui il est prof d'économie. Et il a aussi une boîte de conseils à côté. Il est très respecté, assez médiatisé. Ils ont un enfant qui a 13 ans il me semble. Enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, jusqu'au jour où l'une des étudiantes de son mari, donc Jason, va porter plainte pour agression sexuelle contre Jason. Suite à cette plainte, une autre femme va aussi porter plainte, mais pour viol. Et donc on va suivre ce couple. Jason n'en démord pas, il n'a jamais fait ça. On va suivre Angela. J'ai beaucoup de difficultés avec ce personnage. Angela qui est donc la femme au foyer, qui reste à tout prix auprès de son mari. Et bon, ça, soit, pourquoi pas. C'est vraiment ce qui m'intéressait, c'était aussi le côté MeToo, comment vraiment le côté une femme qui... J'étais intéressée par la psychologie de cette femme dont on s'attaque au mari et forcément à un moment tu te dis est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. C'est ça qui m'intéressait, sauf que c'est pas forcément là qu'on va. Finalement, Angela a également ses secrets. Un secret qui pour moi... dès qu'on nous l'a annoncé, j'étais là genre... Vraiment? Mais quel est le rapport avec le reste? C'est pas du tout de ça dont j'ai pas envie de lire à propos de ça, moi. Et sauf que voilà, une fois qu'on a le secret d'Angela, pratiquement tout tourne autour du secret d'Angela, qui ne m'intéressait absolument pas, que je trouvais finalement très peu crédible, tout comme toute la personnalité autour d'Angela qui ne m'a absolument pas convaincue. Je me suis dit, quand même, on va aller jusqu'au bout. Puis il fallait que j'écrive une critique pour Babelio. Mais en fait, plus on allait vers la fin, et moins j'aimais. Et j'aimais déjà pas énormément au départ. Et alors la fin, mais je l'ai trouvée venue de nulle part, hyper mal amenée. Oh, j'ai détesté la fin. Et je me souviens que je me suis couchée assez tard pour la terminer parce que je voulais pas me trimballer le bouquin Je faisais du train, du bus, tout ça le lendemain, je voulais pas me trimballer le bouquin. Donc je me suis couchée tard exprès, mais alors j'étais dégoûtée. J'en aurais jeté mon livre à travers la pièce tellement j'étais déçue. Et voilà quoi.
Que vous dire de plus? J'ai vu pas mal de personnes dire qu'elles avaient abandonné parce que le début était pas terrible pour elles, enfin était un peu lent. Finalement, en fait, je me dis que le début c'est ce que j'ai préféré, donc après j'ai vu d'autres avis où les gens ont adoré. Je ne juge pas, hein, mais non, moi c'est pas ce que j'attendais et on était vraiment trop dans l'invraisemblable pour moi. Et ça, j'ai beaucoup de mal, l'invraisemblable dans les thrillers. Pas que dans les thrillers d'ailleurs, mais ouais, non, ça m'a complètement bloquée. Et surtout que j'avais aucun attachement à Angela. J'avais même plus d'attachement à son mari. Voilà, Jason, à qui il arrive quand même pas mal de merde. J'en dirai pas beaucoup plus parce que je veux pas spoiler, mais c'est pas un thriller qui m'a convaincu du tout. Et donc on va terminer cette première partie du point lecture avec Le Bal des Folles de Victoria Mass. Et donc une bien meilleure lecture que les deux premières. Je pense que vous en avez largement entendu parler pendant cette rentrée littéraire du Bal des Folles. Moi je l'avais emprunté à la médiathèque et donc c'est vrai qu'il fallait que je le lise assez rapidement puisqu'il est très demandé. Enfin bref, on s'en fout de ça. Le Bal des Folles, si jamais vous étiez dans une grotte et que vous ne savez pas quoi ça va. On est donc en 1885 il me semble exactement. On est à la Salpêtrière dans le service du docteur Charcot qui s'occupe donc de femmes aliénées, de folles. Et donc dans ce service on va suivre plusieurs femmes, on ne suit que des femmes d'ailleurs. Donc on suit, je vais pas me rappeler des prénoms, on suit une adolescente qui fait des crises d'hystérie assez bruyantes. On suit une jeune femme qui vient d'arriver puisque sa famille l'a fait interner. On suit l'infirmière qui surveille toutes ces folles. Et on suit d'autres femmes, un peu moins souvent que ces trois premières, mais on les suit aussi. Notamment, on suit une qui m'a pas mal marquée, qui me semble à une cinquantaine d'années, je vais pas non plus me rappeler du prénom, qui était donc une prostituée et qui est donc là depuis une vingtaine d'années, puisqu'elle a essayé de tuer son proxénète. Malheureusement, elle a raté et donc depuis, elle est enfermée à la Salpêtrière et elle ne veut absolument pas en sortir puisque pour elle, elle est enfin en sécurité, loin de ses hommes. Enfin, elle nous parle aussi de son père qui était violent, ensuite elle a eu ce proxénète. Et donc vraiment pour elle, elle est enfin bien dans un endroit où il n'y a pas trop d'hommes, à part les médecins. En nous parlant de ces différents personnages, de toutes ces femmes qu'on rencontre, l'autrice nous dépeint vraiment très bien la condition féminine de l'époque. Ces femmes qui n'étaient pas grand-chose, qui étaient totalement dépendantes de leur mari, de leur père, de leur frère. Et on se rend compte que un certain nombre qui sont enfermées ne sont très clairement pas folles, mais juste elles dérangent dans la société. Et ça aussi c'était hyper intéressant. Découvrir tout le fonctionnement de l'hôpital, c'est peut-être aussi parce que je travaille dans la santé, mais je trouvais ça hyper intéressant, le fonctionnement d'un hôpital à l'époque. Tout le côté où on voit les expériences que Charcot réalise sur ces femmes, où il provoque des crises d'hystérie, peu importe les conséquences que ça aura, juste pour montrer à ses élèves qu'est-ce que c'est, comment ça marche. J'ai trouvé ça passionnant et terriblement choquant puisqu'il ne s'occupe absolument pas des conséquences. Il y a toute une dénonciation d'ailleurs de ces pratiques hyper intéressantes. Le regard masculin sur ces femmes, il y a aussi bien le regard de l'homme sur ces femmes et du savant sur les malades. Et du coup, c'était hyper intéressant. Il y avait une citation que j'ai retenue. Un médecin pense toujours savoir mieux que son patient et un homme pense toujours savoir mieux qu'une femme. Il y a une chose qui m'a un peu gênée dans ce livre, c'est la présence du surnaturel. Puisque l'une des internées est internée parce qu'elle voit des fantômes. Elle est persuadée qu'elle voit vraiment des fantômes. Et on n'est pas resté sur vraiment quelque chose de réaliste pour moi. On est parti du principe où elle les voit. Si elle les voit vraiment, mais on est parti du principe où c'est quelque chose où le fantôme est quelque chose de réel. Et ça va impacter dans
dans l'histoire après. Et je sais pas, je pense que j'aurais préféré qu'on reste vraiment comme si c'était juste des hallucinations. Là, l'histoire partait presque dans du fantastique alors que je voulais vraiment lire de l'historique. Et ça m'a un peu gênée. La folie des hommes n'est pas comparable à celle des femmes. Les hommes l'exercent sur les autres, les femmes sur elles-mêmes. Je pense que je lui avais mis 16 sur 20 sur Livre Addict et c'est vraiment dommage pour cette touche de surnaturel. Parce que sinon ça aurait été vraiment un coup de cœur, je pense. Voilà, c'est la fin de cette première partie de Point Lecture. Là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez lu ces livres, si vous avez envie d'en parler. Les commentaires sont là, laissez vos commentaires. Et je vous retrouve très très bientôt pour la suite de ce Point Lecture. Bye bye!